OnlyWatch m'a attaqué en justice suite à une vidéo qui a été postée l'année dernière en 2024. Aujourd'hui, je suis avec Johan, mon avocat qui m'a défendu sur cette affaire. Merci à toi d'être présent. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je suis Johan Petit-Fils Lamuria, avocat au barreau de Paris depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'interviens dans plusieurs domaines, du droit civil et du droit pénal. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir parler du dossier qui t'a intéressé et qui nous a occupé cette année. Ben, c'est vrai que ça m'a beaucoup occupé, ça m'a pris quand même beaucoup de mon temps. Et c'est vrai, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est la toute première pour moi, tu vois, mais suite à une vidéo, ça a été dur, psychologiquement parlant, d'encaisser et surtout d'être attaqué, enfin d'être mis en demeure par une association, j'ai envie de dire, aussi puissante. Recevoir une mise en demeure et être assigné et aller au palais, dans les salles d'audience, c'est toujours très impressionnant. Et voilà, c'est aussi le but, mais effectivement, je pense que quand on n'est pas habitué, et heureusement que les gens ne sont pas habitués, ça fait toujours quelque chose. Ouais. C'est vrai. Et puis bon, mais surtout dans l'horlogerie, c'est vrai que je ne m'attendais pas à recevoir ça. Mais ce que je te propose, c'est une remise dans le contexte. J'ai sorti une vidéo où justement j'avais invité le journaliste Grégory Ponce du média Business Montre qu'il a depuis des dizaines d'années. Et j'ai trouvé que c'était pertinent de l'inviter parce que justement il avait un regard averti selon moi sur OnlyWatch et sur aussi la 10e vente qu'il y a eu. Et donc du coup c'était un débrief. Et plus, on en a profité pour parler de tout ce qu'il y a eu autour. Donc, je lui ai posé un certain nombre de questions. La vidéo, à l'heure actuelle, est supprimée pour des raisons qu'on évoquera. Mais elle est toujours disponible sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Mais, pour revenir un peu dans le temps, donc elle a été publiée en juin 2024. Oui, le 2 juin. C'est ça. À la suite de ça, quelques mois après, j'ai reçu une première mise en demeure. Une mise en demeure dans la foulée, en juillet, quasiment un mois après la publication de ta vidéo. Donc c'est là où je t'ai contacté. C'est là où tu m'as contacté. Donc là, la bonne attitude et le bon réflexe que tu as eu, c'est effectivement de proposer un droit de réponse à la partie adverse en l'invitant à venir s'expliquer et à apporter des explications sur les différents points d'interrogation qui avaient pu être soulevés par Grégory Ponce. Nous n'avons pas eu de réponse à cette proposition. Et dans la foulée, l'acte introductif d'instance, donc l'assignation, a été délivré avec un rendez-vous devant le magistrat. Donc ça s'est très rapidement emballé sur le plan judiciaire. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'une assignation? Alors, en général, quand on veut assigner une personne, en tout cas la produire, lui donner rendez-vous devant le magistrat, on est obligé au préalable de faire un premier courrier recommandé, donc ce qui s'appelle une mise en demeure, et qui reprend un rappel des faits, donc ce qu'on reproche, ce qu'on a pu observer sur la vidéo, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, avec une base juridique et les prétentions. Donc là, en l'occurrence, on te demandait de supprimer la vidéo, puisque selon la partie adverse, selon les demandeurs, donc les personnes qui t'ont attaqué, ces propos étaient selon eux diffamants, donc présentaient un caractère diffamatoire qui pouvait porter atteinte à leur réputation, à leur image, ce qui est réprimé par la loi. Donc avant d'assigner, avant de prendre rendez-vous et de prendre une date devant les magistrats, pour éviter d'engorger les juridictions, le code de procédure civile prévoit qu'il est nécessaire, avant tout, de faire un premier courrier pour voir si l'on peut transiger, trouver une situation amiable, et c'est ce que tu as proposé. Et d'ailleurs, ton attitude a été saluée par les magistrats, en première instance et en appel, puisqu'on a été en appel, on va pouvoir le rappeler, dans le sens où ta bonne foi ressort du fait que tu as répondu et que tu as été actif dans le fait de proposer à la partie adverse de venir s'asseoir sur ce canapé pour répondre à tes questions. Et quelque part, apporter les précisions sur des choses, sur des éléments de détail qui auraient pu et qui méritaient une précision et qui n'avaient peut-être pas été apportées par Grégory Ponce. Si tu veux, c'était vraiment de bonne foi, mais c'était ok, on a parlé de ça. Bon, j'ai reçu cette lettre mais de mise en demeure, mais au-delà de tout ça, je trouvais même intéressant que d'ouvrir le débat. Exactement, d'ouvrir le débat, venir
justement m'y discuter de ce qui se passait tout autour d'Only Watch à ce moment-là. Bah oui, ça aurait même été super, par exemple, d'avoir l'organisateur d'Only Watch et Grégory Ponce, puis toi, pas en médiateur, mais en personne qui donne la parole, puisque à la base, il n'y avait pas de sujet. 2 personnes pouvaient avoir une vision différente de l'événement, et à la base, les choses auraient pu se régler sans qu'un magistrat soit saisi. Donc l'acte introductif, pour répondre à ta question, c'est une fois que la mise en demeure a été transmise, que l'on n'a pas trouvé de solution de terrain d'entente, à ce moment-là, on rédige un acte, donc une assignation, qui reprend le rappel des faits, la discussion en droit, les fondements, les articles sur lesquels on fonde les demandes, et la demande de condamnation. Donc toi, en l'occurrence, on demandait devant le tribunal judiciaire que Grégory Ponce et toi, en qualité de directeur de la publication, que vous soyez tous les 2 condamnés pour les faits qui auraient porté atteinte à l'image de l'organisateur et de l'organisation de Only Watch. Okay. Et donc du coup, mais qu'est-ce qu'on me reprochait exactement? Alors, ce qu'on reprochait à la fois au journaliste Grégory Ponce et à ta chaîne en qualité de directeur de la publication, c'est d'avoir tenu des propos pour Grégory Ponce, des propos vrais ou faux, mais en tout cas qui portent atteinte, qui relèvent de la diffamation, puisque Grégory Ponce avait précisé plusieurs choses, donné plusieurs informations qui ont été jugées, pas par le magistrat, pas par la justice, mais par la partie adverse, comme étant offensantes. Et ce qu'on reproche, par exemple, à l'intervieweur, donc à toi, à celui qui donne la parole, à celui qui tend le micro, de ne pas avoir régulé l'interviewé. Puisque il y a la responsabilité de celui qui tient les propos, et c'est lui qui est intervenu en qualité d'expert, puisqu'il maîtrise le sujet, c'est un journaliste spécialiste dans l'horlogerie depuis plusieurs années, tu l'as rappelé en introduction, mais comme c'est toi qui, à la fin, décide de publier la vidéo et de la rendre public sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, il y a une responsabilité qui est solidaire. Donc ce qu'on vous reprochait sur le papier à vous deux, c'est d'avoir tenu des propos ou d'avoir laissé des propos se tenir sur ta chaîne et qui pouvaient porter atteinte à l'image de marque. Oui. Et on verra que la justice en a décidé autrement, et notamment les critères et les éléments qui ont été retenus pour rendre une décision qui t'a été favorable à 2 reprises, en première instance et en appel, c'est notamment ton attitude, le ton que tu as utilisé, une forme de neutralité, une forme d'objectivité, le fait que tu n'orientes pas les questions, puisque on a dû reprendre en réalité l'intégralité de la vidéo pour savoir si tu voulais faire dire quelque chose à ton interviewé, ou si, de façon très neutre, en prenant un peu de recul, tu ne faisais que tendre le micro. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai plaidé, le dossier, en présentant ta prise de distance et ton professionnalisme dans l'art et la manière de poser une question, sans vouloir orienter la personne à gauche ni à droite. D'accord ? Ensuite, tu as eu l'attitude, à titre conservatoire, de retirer la vidéo de ta chaîne YouTube. Oui. Au moment où on a eu la date et où on a été assigné. Au moment de l'assignation. Au moment de l'assignation, puisque tu as remarqué qu'on n'avait pas fait droit, qu'on n'avait pas fait réponse à ta demande, à ton invitation. Donc, c'est aussi une bonne attitude pour toi, mais également pour les autres personnes qui ont des chaînes YouTube. Tout ça est apprécié in concreto, donc très concrètement, on va voir un peu l'attitude de la personne pour savoir si elle est de bonne foi, si elle s'est enfoncée dans quelque chose qui mérite une condamnation, ou si au contraire, la personne veut juste apporter la lumière sur un événement qui concerne ta passion, l'horlogerie. Et Only Watch est un événement important, c'est normal que les gens en parlent, en bien ou en mal, mais en tout cas, tu étais toi dans ton rôle, puisque tu donnais la parole en plus à un expert, à un professionnel qui connaît très bien le sujet, et la justice en tout cas ne vous a pas condamné pour des propos, donc on n'est pas parti du principe que vous aviez dépassé le cadre de la loi. Mais dans ce cas-là, comment répond-on à une mise en demeure quand on a agi de bonne foi ? Alors,
La bonne foi, c'est un des critères très importants dans ce type de dossier et c'est vraiment apprécié concrètement par le magistrat. Et c'est notamment un des points positifs dans ton dossier et ça ressort de ton attitude et ça ressort forcément de la décision qui a été rendue en ta faveur, en première instance comme en appel. Donc, quand on a reçu la mise en demeure, la première réaction que tu as eue, ça a été d'écrire, de répondre par courrier, en proposant un droit de réponse à la partie adverse. Donc en l'invitant, par exemple, ici sur ce fauteuil, à répondre aux différentes questions, aux différents points d'interrogation qui avaient pu être soulevés par Grégory Ponce dans le cadre de la première vidéo. Le droit de la presse et la loi sur la liberté d'expression en droit de la presse prévoit que, normalement, c'est la partie adverse qui, avant d'envoyer une mise en demeure, aurait dû solliciter auprès de toi un droit de réponse. Donc je pense qu'on a brûlé une étape, et avant d'envoyer la mise en demeure et avant de rentrer dans le pré-contentieux, on aurait dû déjà te solliciter pour demander un droit de réponse, pour venir et rectifier les choses qui auraient pu être dites, fausses, vraies ou approximatives. Hein, ça n'a pas été fait en l'occurrence, et ça, les magistrats l'apprécient. Hein, ils ont apprécié ton attitude depuis le début dans cette affaire, mais ils ont également apprécié l'attitude, je ne vais pas dire agressive, mais en tout cas contentieuse de la partie adverse, hein, qui a très rapidement fait une mise en demeure, très rapidement pas de réponse à ta proposition de droit de réponse, et dans la foulée, assignation. Hein, parce que c'est des délais très courts en matière de diffamation. Il faut savoir qu'on a 3 mois pour agir, hein, sinon l'action s'éteint et est prescrite. Donc, tout ça, c'est du droit, c'est de la pratique, mais ton attitude, qui n'est pas du tout belliqueuse, qui est plutôt arrangeante, a été retenue et fait partie du fait que les décisions ont été bonnes et ont été rendues en ta faveur. Mais je pense que le magistrat aurait également apprécié que la partie adverse, avant de faire une mise en demeure, avant d'assigner, sollicite un droit de réponse. C'est vrai, mais quelles ont été les différentes étapes de la procédure ? Alors les différentes étapes de la procédure, bon, du coup tout part de ta vidéo, hein, la vidéo que tu as postée donc, le 2 juin 2024. Dans la foulée, un mois après, donc c'est très rapide, très réactif, on a la mise en demeure, la fameuse mise en demeure. Et comme on a 3 mois pour agir, on est assigné en septembre, le 2 septembre 2024. Donc vraiment, à 3 mois pile, à un jour près, on est assigné devant le tribunal judiciaire de Paris. On a les plaidoiries dans la foulée, quelques mois après, voilà, fin 2024, et on obtient gain de cause en première instance. Donc le tribunal judiciaire de Paris va rendre une décision qui te sera favorable à toi et à Grégory Ponce pour plusieurs raisons. La première, c'est la bonne foi, le fond, l'attitude que tu as pu avoir. C'est ce qu'on a plaidé, c'est ce qu'on a mis dans les écritures. Le fait que tu n'orientais pas les débats, le fait que tu ne faisais que tendre le micro avec une forme de neutralité. Donc, avec un professionnalisme qui a été remarqué et retenu par les magistrats. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'il y a plusieurs magistrats, plusieurs procédures prévues en droit de la presse, et que le magistrat, en l'occurrence, a estimé qu'il ne devait pas être saisi, que ça ne relevait pas de sa compétence. Hein, donc ça, c'est les deux arguments qui ont fait que tu as obtenu une bonne décision. C'est le fond, donc l'attitude, les propos. Hein, on n'a pas considéré qu'il y avait de la diffamation, on n'a pas considéré que tu étais à charge dans ton art d'interviewer Grégory Ponce. Et il y a également l'aspect procédural qui lui est plus technique et qui fait que cette affaire-là relevait potentiellement d'un autre magistrat. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un premier jugement qui a été rendu en ma faveur. Exactement. Ensuite, de mémoire, je crois qu'ils ont fait appel, du coup. Appel de la décision devant la Cour d'appel de Paris pour rebattre les cartes et redébattre de la même affaire, hein, puisque quand on fait un recours devant une cour d'appel, les faits sont les mêmes et on demande à ce que la même affaire soit rejugée par d'autres magistrats dans une composition différente, une autre juridiction, mais en réalité on rejuge l'affaire. C'est un recours, c'est un deuxième degré d'appel pour permettre aux gens, si la première décision qui a été rendue n'est pas juste, d'obtenir gain de cause dans un second temps.
Et donc du coup, quelles ont été les conclusions En appel, on a eu exactement le même résultat qu'en première instance, à savoir le débouté des demandes et le fait que, encore une fois, donc, dans 2 décisions, ni Grégory Ponce, ni toi, en qualité de directeur de ta chaîne YouTube, n'avaient tenu des propos diffamatoires. Ça, c'est pour le fond. Et pour la forme, effectivement, ils ont confirmé que cette procédure relevait d'un autre magistrat. Ok, d'accord. Mais donc en gros, c'était pas le bon juge à quel il faudrait C'était pas le bon juge, en tout cas c'est ce qui ressort des décisions, mais il faut aussi noter que dans les plaidoiries et dans les écritures, on retient que les magistrats ont été sensibles au fait que tu aies retiré la vidéo, au type de propos, puisque parfois il y a des vidéos sur internet qui pour le coup peuvent porter atteinte à l'image, à la réputation de personnes physiques ou morales, des sociétés par exemple. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas, te concernant. C'est vrai que j'ai retiré la vidéo, parce que, mais c'était quand même relativement difficile de... j'envoie une première lettre pour trouver un compromis, pour ce fameux droit de réponse. À la suite de ça, l'assignation, donc c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, je vais quand même supprimer la vidéo. Donc, mais c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que toute cette période-là, mais c'était une période quand même relativement difficile à vivre, que ça soit d'un point de vue pression entre guillemets, tu vois. Même si c'était pas réellement de la pression, mais c'était plus de la pression mentale, tu vois. Oui, mais en fait, la difficulté dans ton métier, c'est que tu touches tellement de personnes que tu dois être journaliste, tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois aussi gérer les aspects comptables, les aspects juridiques. Donc en réalité, quand on est à ta place, il y a plusieurs corps de métier qui sont représentés. Et quand le juridique frappe à ta porte, avec une assignation et avec un commissaire de justice anciennement huissier, on sent qu'il y a une espèce de rouleau compresseur, de machine qui se met en place. Le but de tout ça, effectivement, est d'impressionner les gens, parce que le tribunal de justice n'est pas fait spécialement pour mettre le justiciable à l'aise. Le fait que ce soit un commissaire de justice qui te remette le pli, qu'on soit dans des tribunaux, que les avocats soient en robe noire, etc. Tout ça fait partie d'une forme de mise en scène, de théâtralisation, qui vise à montrer aux gens que la justice n'est pas un jeu et que quand elle se met en route, elle peut faire mal. C'est le but, et donc du coup je comprends parfaitement, et j'ai beaucoup de clients dans ta situation qui peuvent parfois perdre leurs moyens lorsque l'on sent qu'il y a des dates, qu'il y a un rendez-vous, qu'on va aller devant un magistrat. L'avocat, en général, on va le voir, mais souvent les gens me disent c'est un peu comme le médecin, moins on nous voit, mieux on se porte. Quand on va voir l'avocat, c'est qu'il commence à y avoir des problèmes, qu'on a des problèmes, soit que l'on est attaqué, soit que l'on doit être défendu. Oui. Mais du coup, oui, effectivement, ça a été une période assez compliquée. Je me souviens qu'on avait échangé tous les deux. Et voilà, le but de l'avocat, c'est aussi de te rassurer sur le plan juridique, en te disant que voilà, on va répondre, on va prendre des écritures, on va plaider, mais il y a aussi un accompagnement psychologique. La personne a besoin d'un soutien et aussi parfois d'un réconfort. C'est vrai. Toi, en l'occurrence, les choses se sont très bien passées, les décisions ont été rendues en ta faveur, à 2 reprises, première instance et en appel, donc les choses finissent bien. Mais d'un point de vue légal, qu'est-ce que l'affaire a pu apprendre, mais justement sur le fait de publier une vidéo sur YouTube? Alors, l'enseignement qu'on en tire de ces décisions et de ce type d'affaires, c'est déjà qu'en qualité de responsable d'une publication, effectivement, il y a une responsabilité en cascade. Donc c'est pas parce qu'on donne la parole à une personne qu'elle sera seule mise en cause. Donc à partir du moment où tu es toi le directeur de tout ce décorum et que c'est toi qui enregistre une vidéo, mets les micros et clique pour publier la vidéo en ligne, on te considère juridiquement comme responsable, comme directeur quelque part de ta publication et donc responsable. Donc il va y avoir une responsabilité en cascade, une responsabilité solidaire entre toi, le responsable de la publication, et l'interviewé, le journaliste, la personne qui va s'asseoir sur ton canapé et qui va tenir des propos. Donc on ne peut pas se cacher derrière le fait que la personne
a tenu les propos et que du coup, toi, tu n'as pas une part de responsabilité là-dedans. Donc c'est ce qu'on a appris et c'est ce qui peut te servir dans tes prochaines vidéos et pour les autres youtubeurs qui nous regardent. La deuxième chose, c'est tout simplement maintenir ce que tu as déjà fait et ce que tu fais déjà avec énormément de professionnalisme, c'est-à-dire une forme de neutralité, une forme de distance, dans le sens où tu es comme un scientifique qui pose des questions et qui cherche à obtenir des réponses sans orienter la réponse. Hein. Tu ne cherches pas à faire dire à ton interlocuteur la réponse que tu souhaiterais, toi, entendre et publier. Hein. Donc moi, je l'ai vu plusieurs fois, la vidéo, dans le cadre du dossier. Effectivement, tu poses les questions. Si les nouvelles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont mauvaises, tant pis. Mais en tout cas, tu as cette espèce d'empirisme du scientifique qui cherche tout simplement à obtenir une information et à la transmettre à tes abonnés. Et quelle est la limite dans ce cas-là quand on parle d'une association, d'une marque en vidéo? Mais les limites qui sont posées par la loi, c'est la diffamation, c'est les propos qui peuvent porter atteinte à l'image, à la réputation, c'est l'injure, c'est l'insulte, c'est les choses dans lesquelles il ne faut absolument pas tomber et desquelles il faut s'éloigner le plus possible, hein, puisque ce travail de journalisme doit garder cette neutralité et donc on ne doit pas sombrer dans l'attaque personnelle. Oui. Hein, parce que là, pour le coup, en ce qui concerne l'injure et l'insulte, il n'y aurait pas eu trop de débats et je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal dans le cadre de mes écritures ou de mes plaidoiries à défendre le dossier. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est effectivement de l'information pour l'information, sans vouloir attaquer gratuitement une personne, puisque plus la neutralité de l'intervieweur sera caractérisée, plus ce sera facile, en cas d'attaque, devant un tribunal, de démontrer qu'en réalité il n'y a pas eu d'offense et que l'image ni la réputation de personne n'a été touchée. Oui, mais est-ce qu'il y aura une 11e édition dans l'E-Watch? Enfin, mais est-ce qu'il y aura une suite? Là, en l'occurrence, dans ton dossier, donc ça concernait l'édition dans l'E-Watch, donc la 10e en 2024, et il apparaît, moi j'ai fait mes recherches de mon côté, tu me confirmeras, mais qu'il n'y aura pas de 11e édition. Hein, ça s'est arrêté à la 10e. Donc, alors les raisons pour lesquelles il n'y aura pas de prochaine édition, je ne les connais pas, je les ignore, je ne sais pas du tout si ça a un lien avec nos affaires, avec nos dossiers, ou si c'est une organisation en interne qui diverge et qui diffère. Là, pour le coup, je ne suis pas assez du milieu pour avoir ce genre d'informations. Et aujourd'hui, est-ce que l'affaire est définitivement terminée? Vu qu'on t'a assigné pour des propos, pour de la diffamation, la personne qui est victime de diffamation a un délai de 3 mois pour agir. Hein. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence, puisque publication de la vidéo 2 juin, assignation 2 septembre. Donc on était vraiment dans un délai très très court et les gens, les parties adverses, ont respecté ce délai. À partir du moment où on a été en appel et que tout le monde a été débouté en appel, ton affaire est clôturée et tu n'entendras plus parler de cette histoire, puisque les délais qui sont prévus par la loi ne le prévoient pas. Écoute, merci Johan de nous avoir expliqué tout ça, enfin un peu plus clair. C'était une expérience de vie, et même j'ai envie de dire, qui était assez difficile pour moi à vivre. Et j'ai trouvé qu'il était justement intéressant de vous en parler et surtout de t'inviter pour que tu en parles, parce que tu en aurais parlé mieux que moi. Donc pour ça, merci beaucoup. D'ailleurs, je mets le lien de ton Instagram et de ton site internet dans la description. Super, merci. Et puis c'est un sujet très intéressant. Effectivement, il y a les aspects juridiques, mais le ressenti et le vécu pour l'humain, on n'en parle pas assez. Donc du coup, c'est très intéressant et je te remercie pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais même en train de me dire, ok, est-ce que je dois continuer à faire des vidéos mais oui. Mais comment ça se passe, tu vois? Donc, mais c'est vrai que c'est des sujets épineux, assez difficiles, mais voilà, on apprend. Après, oui, comme tu gagnes en visibilité, etc., c'est normal d'être amené à devoir se soucier d'autres aspects que de ton contenu pur sur l'horlogerie. Donc effectivement, comme tu te professionnalises, du coup tu vas avoir les aspects juridiques, les aspects comptables, tous ces corps de métier qui vont venir graviter autour de ton activité. Donc on a envie de dire, enfin comme on dit parfois dans le milieu,
quand tu commences à faire un petit peu de bruit et à être visible, bah, du coup, bon, ça peut t'attirer ce genre d'affaires, mais qui, in fine, se déroule très bien avec une conclusion tout à fait favorable. Donc, C'est vrai. Bah écoute, merci encore. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À la prochaine.